Bonsoir Paul. Bonsoir Nadia. Alors tu as choisi de revenir notamment sur la récupération par l'extrême droite de l'affaire Philippine. Eh oui, fasciser la France est une méthode bien rodée et je voulais parler d'autre chose. J'aurais préféré parler par exemple de la colère des personnels de la protection de l'enfance qui sont confrontés à la suppression de centaines de postes de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux. J'aurais préféré parler du risque mortel qui pèse sur l'ONU et les instances internationales depuis que les puissances occidentales ont en fait autorisé l'État colonial israélien à massacrer dans toute la région et pas uniquement à Gaza, mais je vais me concentrer sur un mécanisme bien rodé qui permet à l'extrême droite en France d'utiliser une information pour ensuite ébranler tout le système médiatique et faire en sorte qu'on arrive finalement d'un féminicide à une attaque contre l'état de droit par le ministre de l'Intérieur en poste, Bruno Retailleau, qui vient à peine de débarquer et qui déjà exprime sa détestation de la République, un peu à l'image de son prédécesseur. Donc rappelons les faits. Le 21 septembre 2024, le corps de Philippine, une jeune étudiante de Paris-Dauphine, est retrouvé à Paris. 4 jours plus tard, un suspect est arrêté. C'est un jeune homme marocain de 22 ans, condamné en 2021 pour des faits de viol commis en 2019. Il a passé 5 ans en prison, puis est sorti le 20 juin. Il est ensuite allé 75 jours en CRA, en centre de rétention administrative, ces prisons pour étrangers dans lesquelles on enferme hommes, femmes et enfants en raison du fait que leur situation a été créée comme illégale, en ne leur accordant pas des papiers. Et ensuite, en l'absence d'un laissez-passer consulaire et d'une décision de juge, il a été remis en liberté avec assignation à résidence et obligation de pointer au commissariat, ce qu'il n'a pas fait et ce qui lui a valu d'être placé sur le fichier des personnes recherchées. Et voilà. L'information aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter le fait que le fait divers, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, a une fonction très particulière. Le fait divers, je cite, il cache en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer si l'on faisait, cacher en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer. Parce que oui, Nadia, on ne va pas parler du fait qu'il s'agit du 104e féminicide de l'année et que 104 féminicides, ce ne sont pas des faits divers, mais une réalité structurelle de notre société. On ne va pas parler du fait que les horreurs du procès de Mazan ont suscité beaucoup moins d'attention médiatique que cette affaire philippine. On ne va pas parler du fait que selon un récent rapport parlementaire de 2018 des députés Sophie Occhioni et Marie-Pierre Rixain, qui sont 2 membres du camp présidentiel, 91% des agresseurs sont des proches de la victime. On ne va pas parler non plus du fait que 94 000 femmes sont victimes de tentatives de viol ou de viol chaque année en France, que 70% au minima des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, ni des 1 milliard d'euros que demandent les associations féministes pour organiser une réplique à l'échelle de la société contre ces violences sexistes et sexuelles. Et encore moins, finalement, des paniques morales qu'organisent tous les groupes d'extrême droite qui récupèrent cette affaire et qui, à chaque fois qu'une proposition de lutte contre les VSS par des plans d'éducation sexuelle ou de compréhension des logiques qui structurent le genre, ont organisé des espèces de coups montés, de petits complots pour refuser, par exemple, les abécitaires de l'égalité à l'époque. Non, on va le voir. Le drame se fait en plusieurs actes dans la scène médiatique et le premier acte, c'est le bal des charognards de l'extrême droite. On commence avec sa version la plus lâchée, Jordan Bardella. Philippine avait 19 ans. Décrite comme douce, discrète et bosseuse, elle était en 3e année de licence d'économie à l'université Paris-Dauphine. C'était aussi une jeune catholique investie chez les scouts. Alors qu'elle allait retrouver sa famille dans les Yvelines, comme tous les week-ends, Philippine a fait la mauvaise rencontre. Sa vie lui a été volée par un migrant récidiviste, déjà condamné et qui avait l'obligation de quitter le territoire français. Sa vie lui a été volée par un prédateur qui n'aurait jamais dû se trouver sur notre sol. S'il était parmi nous, c'est à cause de la faillite de l'État et de la faillite de la justice. Ce drame ne peut laisser personne indifférent. Il condamne une famille entière à la perte d'un être aimé. Il s'ajoute à la longue liste des faits tragiques subis par notre pays et par nos compatriotes depuis tant et tant d'années. Contrairement à ce qu'affirme le tout nouveau ministre de la Justice, M. Migaud, dans une déclaration indigne et choquante, oui, le laxisme de la justice est bien réel et il est même généralisé. Malheureusement, Philippine en est une nouvelle victime. La victime de l'inaction et des dysfonctionnements de l'État, la victime du refus d'agir et du refus de voir la réalité en face.
Bon, d'abord, je m'excuse de devoir nous faire écouter, et il y en a plusieurs encore, des petits fachos qui viennent vraiment récupérer ce drame absolument effroyable pour pouvoir mettre en avant leur agenda politique, mais il s'agit de le montrer. Vous avez bien entendu cette description idéale pour l'extrême droite entre une victime qui représenterait ce qu'ils veulent défendre, une France blanche, catholique, le monde occidental, face à un autre qui est le prédateur, qui est le danger que subirait l'ensemble du peuple, et qui, bien entendu, permet à l'extrême droite de mettre en accusation quoi ? Le ministre de la Justice, les institutions qui fonctionnent actuellement, dans le but d'expliquer que les seuls qui peuvent protéger finalement la population, c'est l'extrême droite, en mettant au pas et l'État et l'autre, l'étranger, ce dangereux étranger qui serait partout en présence en France, et bien sûr en n'estimant pas le fait qu'on parle du 104e féminicide et que l'extrême droite n'était absolument pas présente pour dénoncer les féminicides qui se sont passés depuis le début de l'année, lorsqu'ils ne concernent pas quelqu'un qui est placé sous OQTF. Bon, alors, dans les balles des récupérations absolument ignobles, vous avez aussi Christine Boutin, dont vous voulez voir le tweet, qui a appelé à se joindre pour des prières en se trompant de prénom, en appelant à prier pour Apolline, alors qu'il s'agissait de Philippines. Bravo Christine Boutin, on sent vraiment la conviction derrière l'extrême droite. Mais peut-être pire, on va écouter bientôt la réaction de Némésis. C'est un collectif qui se dit féministe identitaire, en fait fémonationaliste, selon le vocabulaire de la sociologue Sarah Faris, c'est-à-dire de gens qui instrumentalisent la cause féministe et les luttes que les féministes mettent en avant dans le but de promouvoir un discours raciste, xénophobe et particulièrement venimeux, souvent alimenté de fake news. Donc vous allez voir avec sa représentante Alice Cordier, c'est un collectif qui vous fait passer des vessies pour des lanternes et des néo-nazis pour des enfants de cœur, quoi. Si on les écoute, on écoute tout de suite malheureusement sa porte-parole. Nous sommes avec Alice Cordier, présidente du collectif Némésis. Alice, pourquoi c'était important pour vous de rendre hommage à Philippines aujourd'hui et quels sont vos espoirs pour la suite avec le nouveau gouvernement ? C'était important parce que, si vous voulez, moi, quand j'ai appris l'affaire Philippines, je me suis dit encore une de plus. J'ai ressenti énormément de colère de me dire qu'en fait ce viol, ce meurtre aurait pu être évité. Ces familles endeuillées auraient pu être évitées. Tout simplement si on avait appliqué la loi, si nos gouvernements avaient une véritable politique migratoire saine, si notre administration tournait vraiment, c'est-à-dire que vraiment, les OQTF, c'est une question d'administration, aujourd'hui elles ne sont pas appliquées qu'à hauteur de 7%, c'est quelque chose pourtant que le gouvernement s'était engagé à faire en 2017, mais qu'il n'a pas réussi visiblement. Et si vous voulez, moi ce qui me rend vraiment en colère, c'est ça, c'est le fait qu'on a l'impression qu'en fait chaque fait divers s'égrène. On liste les gens qui sont victimes d'insécurité, de violence, et tous les jours on a le droit, toutes les semaines en tout cas, à des affaires toutes les plus sordides les unes que les autres. On voit au niveau des viols, parfois ça va pas jusqu'au meurtre, en fait des viols de ce type par des personnes issues de l'immigration, il y en a littéralement toutes les semaines. Bon, on a bien entendu ce qu'elle a dit. Des viols de ce type par les personnes issues de l'immigration, il y en a toutes les semaines. Donc c'est du complotisme, ça ne rapporte à aucune donnée, mais on sent bien l'idée de ce collectif qui a pour but de capter la lutte légitime contre les féminicides pour en faire un instrument de propagande anti-migrante. Je rappelle qu'elle a parlé de politique migratoire saine. Or, l'assainissement, c'est-à-dire l'assainissement du corps social, c'est vraiment ce qu'on retrouve au cœur de la rhétorique du fascisme. Il faut un pouvoir fort pour assainir le corps social et en enlever les éléments perturbateurs ou dangereux qui sont toujours ramenés à l'étranger. Et je rappelle que ce collectif, qui est un collectif d'extrême droite, est toujours lié à des questions de violence, puisque ce collectif a organisé un rassemblement ce week-end pour célébrer, pour danser sur le cadavre de Philippines, je ne sais pas comment le dire autrement, et dans lequel l'humanité nous apprend, grâce à la plume de Margot Bonnery, qu'on a entendu des phrases comme « Aujourd'hui, l'immigration nous tue. Donnez-moi une seule victime qui a été violée par un Jean-François ou un Éric. » C'est toujours dans ce sens, les OQTF violent uniquement des blanches, des occidentales. Donc là, vraiment, on a la rhétorique coloniale de la construction de l'autre comme un danger, avec une sexualité agressive contre l'Occident blanc. Et lorsque le Street Press nous apprend d'ailleurs que lors d'un tractage du collectif d'extrême droite, la Cocarde, à Assas, pour appeler à ce rassemblement, un syndicaliste de Sud Solidaire a été tabassé par des individus qui tractaient pour ce rassemblement. Donc on voit bien là toute l'extrême droite qui s'est ajoutée. Et le problème, c'est qu'en fait, à gauche, les réactions étaient mauvaises, des fois timides, ou alors confrontées à une agressivité médiatique particulièrement active. On commence par la réaction du secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, jeudi dernier. C'est d'abord évidemment une réaction de douleur partagée avec une famille à qui nous devons des réponses. Cette jeune femme de 19 ans
est morte alors même que ce drame aurait pu être évité. Et donc l'évidence, c'est que nous devons maintenant chercher à comprendre ce qui a dysfonctionné. Parce qu'il y a au moins deux sujets d'incompréhension aujourd'hui. Le premier, c'est pourquoi est-ce que ce jeune homme est sorti de prison alors même qu'il était évidemment sujet à expulsion. Et que donc, au lieu de prévoir, d'anticiper sa sortie, d'anticiper le fait qu'il doit être renvoyé immédiatement au Maroc dès sa libération de prison, eh bien, il est d'abord passé par un centre de rétention administrative. Et là, dans ce centre de rétention, pour des raisons que pour l'instant nous ignorons, il est sorti alors même que le délai de rétention n'était pas achevé et qu'il pouvait encore y rester. C'est un juge qui a décidé de le libérer pour des raisons qu'on ignore. Peut-être avait-il de bonnes raisons pour cela, je n'en sais rien. Simplement, il y a eu 2 moments pendant lesquels, en fait, en réalité, on aurait pu ajuster et faire en sorte qu'il n'y ait pas de moment de latence entre le moment où il est dans la rue et le moment où, plus exactement, il est sorti de prison et le moment où il est renvoyé dans son pays d'origine. Olivier Faure mal à l'aise et qui finalement choisit de se concentrer sur l'idée que la principal problème dans cette affaire, c'est que la personne suspecte n'ait pas été renvoyée dans son pays, nous expliquant finalement qu'une femme marocaine qui se serait fait violer à la place d'une femme française, c'est peut-être moins grave. En tout cas, c'est la rhétorique dangereuse, et on a également des réactions de 2 dirigeants du Parti communiste français, Fabien Roussel et Desfontaines, qui ont choisi de rappeler la question de l'OQTF dans cette affaire, en ne comprenant pas que la question de la lutte contre le viol n'est pas une question de frontières. Et une réaction qui donc, à gauche, affaiblit la possibilité de comprendre que il faut une lutte contre les violences sexistes et sexuelles massives et qu'en plus, elle implique de ne pas regarder cela via l'angle fermé des frontières. On regarde par contre une réflexion dans ce sens de Manon Aubry qui a été confrontée à une agressivité médiatique plutôt forte. Vous voyez, dans votre question, je trouve ça assez symptomatique. Dans le débat politique et médiatique, on ne parle plus que d'OQTF et à aucun moment on ne parle du fait que Philippine a été tuée parce qu'elle est une femme. Elle a été d'abord violée, puis tuée, comme il y a eu trop de féminicides depuis le début de l'année. Et évidemment, en ce jour des obsèques, je voudrais avoir une pensée pour sa famille et ses proches. Pardon, mais la polémique, elle n'est pas liée. Le féminicide est traité à chaque fois qu'il doit être traité dans les médias. En tout cas, c'est fait ici. Mais voyez, la polémique politique, Madame Aubry, ce que je disais, la polémique politique, vous ne pouvez pas le nier, elle n'est pas sur la question du féminicide. Mais justement... Vous étiez où, tous les médias? Ils sont où, tous les charognards qui sont en train de récupérer... Attendez, qui sont... Laissez-moi aller jusqu'au... J'espère que charognards, les médias, c'est pas pour la même... Non, là, c'est de l'extrême droite dont je parle. Très bien. Qui sont en train de récupérer un drame horrible et abominable. Je vous le disais, Philippine, elle a été tuée parce qu'elle est une femme. Que l'auteur soit marocain, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? S'il avait commis un viol dans un autre pays, on aurait trouvé ça plus acceptable. Vous avez vu Manon Aubry mis en difficulté tout simplement parce qu'elle a dit mais elle a été tuée parce que c'est une femme, et effectivement cette espèce d'ambiguïté du mot de charognard qui s'applique à mon avis quand même à un certain nombre de ces journalistes de plateau qui ont sans cesse agité cette question de l'OQTF pour produire quelque chose de bien juteux. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'à la fin de la chaîne, on a un ministre de l'Intérieur, il se rêve sans doute Premier ministre, qui va avoir et tenir des propos sur l'état de droit qui sont absolument dangereux. On en écoute un extrait. Je vais essayer de m'exprimer clairement pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Je pense qu'on est parvenu, dans cette complexité de règles, à échafauder des normes, en réalité ce qu'on appelle un état de droit, mais qu'aujourd'hui on est parvenu à un point où finalement ceux qui sont dangereux, ceux qui nous menacent, sont parfois peut-être plus protégés que la protection qu'on attend justement de l'État pour la société. Et c'est ça qui est terrible. C'est un problème de culture de justice. C'est pas seulement... Si on vous entend. C'est un problème de maquis, il faudra changer les choses. On retient en France, par exemple, la durée maximale, c'est 90 jours. La directive européenne permettrait d'aller au-delà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas au-delà ? Bon, on l'a compris, le problème c'est l'état de droit, il protège les agresseurs et tout d'un coup, la droite utilise cette rhétorique. Et puis, il le dira clairement dans le JDD plus tard, l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. La source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Et là, de nouveau, on a vraiment le fondement de la rhétorique de l'extrême droite qui considère que finalement, en instrumentalisant des affects négatifs et haineux dans la société, on puisse justifier une mobilisation populaire contre les structures institutionnelles de l'état de droit. On parle encore une fois des instances de protection contre l'État à la base. Mais
tout ce discours-là, qui est utilisé et par Bruno Retailleau, et par Éric Zemmour, et par un certain nombre de dirigeants de l'extrême droite, on sait ce qu'il veut dire encore une fois à la fin, c'est un agenda sécuritaire plus avancé, avec une réduction des libertés publiques et politiques. D'ailleurs, le même Bruno Retailleau a dit il faut changer l'arsenal juridique, et à chaque fois, voilà, d'un fait divers, on a une législation, un recul des droits civils, tout ça grâce à une instrumentalisation montée de pièce en pièce par l'extrême droite. Fini pour ce sujet, je voulais faire 2 petits zooms de fin sur l'actualité, avec une actualité qui était peu connue. Vous avez une mobilisation militante qui s'est passée la semaine dernière relevée par Ouest France, dans la nuit du 25 au 26 décembre. Une nuit debout devant 14 abattoirs a été organisée par des militants antispécistes de la cause animale à l'appel de l'organisation 269 Libération Animale, une organisation qui est connue pour sa mobilisation dans les abattoirs, pour bloquer les chaînes de production, voire sortir des animaux. Il dénonce le fait qu'en France, 3 millions d'animaux sont abattus chaque jour, 3 millions d'animaux terrestres, sans compter les poissons. Et vous voulez voir sur les images qui s'écoulent, une action coordonnée dans 7 pays, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Mexique et en Nouvelle-Zélande. Alors je voulais mettre le zoom sur cette mobilisation, parce que c'est une mobilisation qui a peu fait parler d'elle. Par contre, une action qui a été aperçue par leurs détracteurs, à savoir les chasseurs et des éleveurs qui sont mobilisés, notamment à Houdan, où vous pouvez le voir sur les prochaines images, des agriculteurs de la coordination rurale, des jeunes agriculteurs, ont lancé des projectiles sur ces militants. Et ce qui m'intéressait de dire, c'était donc de voir comment une question qui est posée sur la consommation de viande, sur la souffrance atroce qui permet d'assurer les bénéfices de grosses entreprises capitalistes et qui est un désastre écologique par excellence, le premier réflexe du monde agricole en crise, c'est d'avoir un certain nombre de ces membres qui vont attaquer ces militants, qui posent une question sur notre mode de vie, sur la façon dont on se comporte. Et c'est un phénomène qui se répète, puisque l'été dernier, lors des universités d'été de la REV, la Révolution écologique pour le vivant, le parti d'Émeric Caron, énormément d'éleveurs et de chasseurs étaient venus perturber leur conférence. Et donc je m'intéresse à comment ce monde agricole en crise est en train de créer des produits réactionnaires, des franges de population qui, face à un mode de vie compliqué, à des revenus difficiles, sont en train de nous amener à un tableau assez mortifère pour la suite, puisque refuser une question qui est posée à l'ensemble de la société, c'est toujours un mauvais réflexe, et c'est toujours ce qui va créer ensuite un certain nombre de violences, comme on l'a vu sur ces images. Bon. C'est fini pour moi aujourd'hui. Je voulais quand même dire que ce jeudi 3 octobre, il y a un procès d'importance au tribunal de Bobigny, à chambre correctionnelle à 10h. Il s'agit du procès d'agents de la police et de la BAC de Stein qui ont tiré à de multiples reprises sur Nordine et sa compagne en 2021. Un procès donc qui illustre une nouvelle fois comment des personnes des forces de l'ordre, prenant prétexte d'un refus d'obtempérer, sont capables d'utiliser un niveau de force absolument disproportionné qui brise des vies. Et vous pouvez assister à l'audience donc ce jeudi, parce que Nordine porte finalement la voix de ceux qui n'ont pas survécu. Merci beaucoup, Paul, pour ce décryptage très intéressant de l'affaire Philippine et ce rappel de date d'échéance très importante également pour les militants.